L'histoire du dépôt monétaire mis au jour sur la commune de Saint-Germain-de-Varreville, dans l'actuelle Normandie, est celle d'une découverte fortuite qui a été réalisée en 2011 à l'occasion de travaux agricoles. Grâce au civisme de la personne qui a mis au jour le trésor et à la collaboration entre le centre Michel de Bouart-Cram et le service régional de l'archéologie de Normandie, nous disposons aujourd'hui d'un ensemble dont l'intégralité a pu être préservée. Contenu dans un vase de forme ovoïde en terre noire, d'une trentaine de centimètres de hauteur, ce dépôt semblait comme avoir été figé par le temps. Le total estimé est de plus de 14 500 monnaies centrées sur la première moitié du IVe siècle de notre ère, que l'on appelle des numies. Le numus est en effet le nom que l'on donne à une pièce de billon plus ou moins argentée qui joue un rôle central dans les petites transactions quotidiennes durant la période romaine tardive. En juillet 2013, une opération archéologique a été réalisée sous la direction de Cécile Aline sur le lieu même de la découverte. L'emplacement de la cache monétaire, une fosse creusée dans le sol, a été retrouvé, mais aucun autre vestige n'a été mis en évidence lors de cette opération. L'enfouissement de Saint-Germain-de-Varreville correspond à une forme de sécurisation qui trouve de multiples parallèles tout au long de l'histoire monétaire des civilisations. À une époque où les banques telles qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas, les réserves de valeur sont toujours cachées. L'historien grec Xénophon ne dit pas autre chose lorsqu'il écrit, je cite, « Si l'on possède une grande quantité d'argent, on ne prend pas moins de plaisir à enfouir son surplus qu'à en faire usage. » Par conséquent, s'il faut concevoir un dépôt monétaire d'abord comme une réserve vivante, ayant pu fonctionner durant une certaine durée, le travail du numismate ne doit pas se limiter uniquement à une datation du dépôt, mais aussi à comprendre l'agencement interne des monnaies. En juillet 2012, ce constat a ouvert la voie à une microfouille en laboratoire, dans le but justement de préciser le comportement de l'usager face à son pécule. Comme dans toute fouille archéologique, il est impossible de revenir en arrière, et tous les gestes effectués par les fouilleurs doivent être méthodiquement enregistrés. Nous avons d'abord stabilisé le vase. Le pot a ainsi été logé dans un coffrage de maintien en mousse et installé sur une table fixe, de sorte à dominer l'ouverture du récipient au moment du démontage. De façon complémentaire, une grande armature métallique a été montée autour de la table d'opération. Ces dispositifs ont notamment servi à réaliser des prises de vue depuis des angles fixes, rendant compte progressivement de l'enlèvement des couches de monnaie. L'immobilisation du pot nous a aussi permis de quadriller la surface de fouille en 4 secteurs, dans lesquels ont été localisés et référencés les différents ensembles monétaires mis en évidence. Le système d'enregistrement des données de fouille que nous avons élaboré prend modèle sur ce qui est appliqué en archéologie de terrain. L'objectif est de préciser les caractéristiques du dépôt et ses éléments constitutifs pour rendre compte du processus de thésaurisation qui a conduit à ce trésor. Ainsi, nous avons constaté que des monnaies étalées à plat sur toute la surface disponible de l'intérieur du pot cohabitaient avec des ensembles de monnaies inclinées sur la tranche, constituant des ensembles de taille et de formes variables aux contours nets. Ces groupes de monnaies particuliers ont été interprétés comme le contenu de sacs, dont l'enveloppe en matériaux périssables s'est décomposée au fil du temps et n'a laissé qu'une trace en négatif. Les autres ensembles monétaires identifiés dans le vase étaient donc dépourvus d'autres contenants que le pot lui-même. Les pièces y ont été versées en pluie par le goulot, formant des tas homogènes au sommet aplani ou légèrement pyramidal. Nous avons appelé cette autre disposition des vracs. Grâce aux moyens mis en œuvre, la microfouille a permis de retracer avec précision les grandes étapes du remplissage. La caractéristique essentielle du remplissage est d'y être constitué de plusieurs couches de monnaie déversées en vrac. La disparition de certains résidus organiques, notamment entre les ensembles situés au fond du vase, cumulés à des changements de sédimentation, nous encourage à admettre que les différents ensembles identifiés ont pu rester à l'air libre dans le vase un certain temps, avant d'être recouvert par un nouveau tas de pièces. La partie supérieure du dépôt présente un scénario de dépose tout à fait différent. L'agencement des monnaies y est beaucoup plus contrasté, étant surtout
a montré l'existence de monnaies groupées dans des sacs. Contre la paroi viennent se caler deux sacs de monnaie. Le premier est suggéré par la disposition des pièces entre elles, inclinées sur la tranche et très resserrées les unes contre les autres. Au nord se développe un second sac, qui adopte la forme d'un croissant allongé et oblong. La découverte d'une fine cordelette blanche a été interprétée comme les restes d'un lacet ayant pu servir à nouer la poche renfermant les monnaies de cet ensemble. Le troisième sac est quant à lui matérialisé par la présence de monnaies se soulevant en périphérie et créant un effet de paroi. Ainsi, l'ensemble des observations effectuées lors de la microfouille nous permet d'envisager un remplissage complexe qui n'a probablement pas été réalisé en une fois et aussitôt mis à l'abri, ce que l'étude numismatique en cours permet de confirmer. Les ensembles inférieurs présentent ainsi un profil numismatique très similaire. Ils se caractérisent par la place importante faite aux monnaies frappées au cours des années 330-337, qui sont dominées par le revers à la Gloria Exercitus, deux enseignes. Autre fait significatif est la faible représentation des émissions des années 337-341, symbolisées par les numis au revers de la Gloria Exercitus, une enseigne. Le profil du dépôt change avec les ensembles supérieurs. L'évolution la plus visible concerne la période des années 337-341, qui augmente désormais très sensiblement. Mais surtout, ce second groupe de monnaies marque l'apparition des numis aux deux victoires, frappées au cours des années 340, qui indiquent incontestablement une évolution de la thésaurisation. À ce stade de l'analyse, ces numis sont donc absents des ensembles situés au fond du pot. Si l'on tient compte des dates respectives de ces deux groupes, soit les années 330 pour le premier et les années 340 pour le second, il faut alors postuler une thésaurisation étalée sur une dizaine d'années. D'autres constats archéologiques sont par ailleurs ressortis de la microfouille du dépôt. Notre attention a ainsi été attirée par la présence entre les monnaies d'une terre argileuse, très fine et craquelée, séparant parfois nettement les ensembles monétaires. L'étude de ces sédiments est un élément clé pour restituer la dynamique générale de constitution du trésor. Les très fines particules d'argile recouvrant la surface de certains ensembles monétaires ont pu se déposer dans la cache du trésor, puis dans le pot, à la faveur d'une période d'une certaine durée, durant laquelle la cachette n'a pas été ouverte. Dans la mesure où le pot a donc été probablement rempli progressivement, cela signifie que l'ouverture du vase, qui compte tenu de son poids et de la forme de la céramique, ne pouvait pas être déplacée, était d'une façon ou d'une autre accessible. Par ailleurs, l'identification d'éléments végétaux mêlés aux monnaies permet de donner une première image du couvert végétal aux alentours directs de la cachette du vase. C'est ainsi que nous pouvons restituer un environnement plutôt ouvert, comme le prouve la présence de touffes d'herbes et de feuilles de fougères. Le son et les balles de céréales, mises en évidence en quantité non négligeable dans certains ensembles, ne peuvent être considérés comme des indices réels de la proximité directe de champs cultivés, dans la mesure où les grains et épis pourraient avoir été volontairement rajoutés aux pièces dans l'idée d'absorber l'humidité retenue dans le contenant et de ralentir la corrosion des monnaies. De cette analyse serrée du processus de thésaurisation, nous avons maintenant à tirer quelques conclusions. Il est ainsi apparu que les monnaies n'ont pas été accumulées en une fois, mais au cours de quelques années. Une utilisation irrégulière qui s'accorde d'ailleurs avec la localisation du dépôt. Les fouilles archéologiques entreprises sur le lieu de la découverte ont montré, comme nous l'avons souligné, que la cache monétaire était isolée, tenue à l'écart de toute structure contemporaine. En considérant que le dépôt de Saint-Germain de Varreville se clôt au cours des années 340, qui correspond à la date de la monnaie la plus récente, on s'aperçoit bien vite qu'il appartient à un petit groupe de dépôts au contenu également volumineux. La principale particularité à considérer ici, c'est certainement le rapport qui semble exister entre la Bretagne insulaire et les provinces nord-continentales. D'ailleurs, on ne peut pas dire que les numies présentes dans le trésor de Saint-Germain de Varreville circulaient facilement dans le public au cours de la première moitié du IVe siècle de notre ère. La documentation issue des fouilles archéologiques nous apprend qu'à cette époque,
le renouvellement du petit numéraire est lent et surtout la proportion de numies ne commencera à s'accroître qu'au cours de la seconde moitié du IVe siècle. Par conséquent, la thésaurisation des numies au sein de volumineux dépôts de la première moitié du IVe siècle, dont porte témoignage la découverte de Saint-Germain de Varreville, pourrait s'expliquer au départ par un usage restreint et spécialisé dont il était fait de ces monnaies. Dès lors, poser le postulat d'un cercle restreint de personnes liées par de fréquents rapports d'affaires et amenées à manipuler ponctuellement d'importantes sommes d'argent et se connaissant comme telles, serait séduisant et s'accorderait bien avec, tout d'abord, l'aspect massif de ces dépôts, ensuite avec la faible et lente pénétration des numies dans le public durant le IVe siècle, et enfin avec l'utilisation non quotidienne qu'a révélé la fouille du dépôt de Saint-Germain de Varreville en particulier.